Bonjour, ici Ariane Faulkner. Mon matricule est 2012-93-51. Nous sommes le 18 mars 2020. Ce travail est présenté à Myriam Giroir-Gagné pour le cours PPA 2368, section M, travail sur la carte conceptuelle. Donc, ma carte conceptuelle commence par la régulation de l'enseignement. Ensuite, nous avons l'éthique professionnelle, par Desaulniers et Jutras 2012. Ce sont les connaissances spécialisées à la base de l'agir en enseignement. Elle comporte les formations théoriques et pratiques et les 12 compétences professionnelles à constamment développer. Ensuite, nous avons déterminé l'intention pédagogique, qui est le premier point, selon Messier 2016b. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le choix d'une méthode ou d'un modèle pédagogique n'est pas la première étape d'une planification. Ce choix dépend toujours de l'objectif pédagogique visé. L'objectif pédagogique est spécifique et correspond à l'objectif de l'activité d'enseignement et d'apprentissage. C'est un fil conducteur de l'activité et il constitue un verbe d'action, les variables de l'action et le contexte de réalisation. Ensuite, il faut choisir une méthode pédagogique, qui est la deuxième étape, selon Messier 2016a. Selon le raisonnement que l'enseignant veut que ses élèves suivent pour apprendre, il choisira une méthode pédagogique qui adopte soit une démarche inductive, soit une démarche déductive. Donc, la démarche déductive, c'est la découverte des caractéristiques d'un concept par observation de ses manifestations. Donc, les élèves recherchent des lois générales par observation de faits. On observe les récurrences lors d'essais, d'erreurs, et de rétroaction, de manipulation et de tâtonnement. Donc, dans ce cas-là, l'enseignant, son rôle, c'est de garder l'élève actif, de guider la réflexion, de limiter le champ d'exploration et de contrôler les phases soumises à l'observation. Ensuite, dans la démarche inductive se trouve l'enseignement implicite, où se trouve la DADD. La démarche active de découverte. Donc, les étapes à planifier, selon Messier 2016a, méthode inductive versus déductive. La démarche inductive est celle qui place l'élève dans une situation où il s'approprie par lui-même ou en coopération, par exploration ou observation, ce qu'il doit apprendre. L'enseignant agit alors comme un guide dans cette démarche, plaçant l'élève dans des situations où il pourra l'accompagner dans le développement de ses compétences. Il faut tout d'abord activer les connaissances antérieures des élèves, fournir des exemples et des contre-exemples des notions ou des concepts à apprendre, faire produire la définition aux élèves, consolider les apprentissages et évaluer les apprentissages. Ensuite, suite à l'enseignement, il faut faire une analyse réflexive, qui est la phase d'objectivation de l'enseignant. Donc, c'est un retour sur les apprentissages ou observations significatives. Il est possible de réfléchir sur le contenu, les élèves, l'intention pédagogique, et nous en tant que futures enseignantes. C'est à écrire le plus rapidement possible après l'enseignement et il est important de faire des liens avec la théorie lorsqu'on fait l'analyse réflexive. Donc, selon Caron 2012, dans son article L'objectivation, les principaux points de l'objectivation sont très bien résumés. Ensuite, nous avons, si on remonte, la flèche s'en va vers la démarche déductive, qui est aussi une branche de l'enseignement explicite. Donc, la démarche déductive, pour sa part, place davantage l'enseignant dans un rôle de transmetteur. C'est lui qui, généralement, assure l'enseignement des notions ou concepts, des stratégies aux élèves, en prenant soin de fournir des exemples ou des contre-exemples selon ce qui est enseigné. Puis, place les élèves dans un contexte où ils peuvent mettre en application l'enseignement reçu. Donc, ça, c'était selon Messier 2016a. Donc, l'enseignement explicite, c'est une démarche d'enseignement où l'enseignant occupe une grande place et où la planification est très importante et où l'improvisation n'a pas sa place. Donc, nous avons la phase de préparation. Il faut cibler clairement ce que l'on souhaite enseigner. Donc, c'est l'intention pédagogique dont on parle ici, on l'a vu avant. Donc, ça correspond à ce que l'élève sera capable de faire au terme de l'apprentissage. Ensuite, nous avons l'élément déclencheur. Donc, il faut susciter l'intérêt des élèves pour la notion enseignée et les engager dans l'apprentissage. Ensuite, activer les connaissances intérieures. Il faut extraire l'information pertinente de la mémoire à long terme pour la ramener dans la mémoire de travail pour l'utiliser sciemment. Ça permet l'association de nouvelles connaissances à celles déjà acquises et on peut faire ça en questionnant les élèves. Donc, selon Giasson 2003, dans le cours 3, les connaissances antérieures par Villeneuve, Lapointe et Carpentier 2015, pour construire une nouvelle connaissance, l'élève doit ériger des ponts entre ce qu'il connaît déjà et la nouvelle notion. Giasson 2003 mentionne que pour acquérir de nouvelles connaissances lors de la lecture d'un texte et pour être dans sa zone proximale de développement, le lecteur doit connaître déjà entre 70% et 85% des informations d'un texte. Ensuite, nous avons la réalisation. Donc, l'enseignement explicite d'une stratégie où on retrouve les différents types de connaissances, soit déclaratives, procédurales et conditionnelles. Donc,
Pour définir la stratégie, on se dit quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est une connaissance déclarative. Il faut donner un contre-exemple et un exemple, formuler la définition de la stratégie avec les élèves et écrire la définition sur le référentiel. Ensuite, il faut expliquer l'utilité de la stratégie. Donc, pourquoi on l'utilise? C'est encore une connaissance déclarative. À quoi sert cette stratégie? Pourquoi est-ce que je l'utilise? Comment m'aidera-t-elle à mieux écouter? Donc, il faut écrire les réponses encore une fois sur le référentiel. Donc, préciser le moment où cette stratégie peut être utile. Donc, quand est-ce qu'on va l'utiliser? Donc, ça, c'est une connaissance conditionnelle. Est-ce avant, pendant ou après? Donc, il faut écrire encore une fois les réponses des élèves et de l'enseignant sur le référentiel. Donc, montrer aussi explicitement la procédure. Donc, comment on va faire pour procéder? Donc, ça, bien sûr, c'est les connaissances procédurales. Donc, la conception d'une procédure plus la mise en place du référentiel. Donc, cela comprend le modelage, la pratique guidée, la pratique coopérative et la pratique autonome. Donc, le modelage. Il y a tout d'abord la préparation au modelage, où on donne un contre-exemple, un exemple, et on construit un référentiel avec la participation des élèves. Ensuite, le modelage. L'enseignant utilise la stratégie plus le référentiel que nous venons de faire, comme le ferait un élève dans une situation semblable. Le but de cela, c'est de rendre le processus transparent, donc où l'enseignant fait un haut-parleur sur sa pensée, comme ça les élèves savent qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est en train de le faire et à quelle étape nous sommes rendus. Ensuite, la pratique guidée. Un élève volontaire vient devant le groupe. Il intervient sur la production de l'enseignant. L'enseignant fait appel aux autres élèves au besoin. Et l'enseignant favorise la verbalisation chez les élèves volontaires et les autres élèves de la classe. Ensuite, la pratique coopérative. En petites équipes, les élèves travaillent sur un exercice. Ils suivent les mêmes étapes que précédemment, selon le référentiel. L'enseignant circule et observe et il intervient au besoin. Ensuite, dans la pratique autonome, les élèves seuls travaillent sur leur exercice. Ils suivent les mêmes étapes que précédemment, encore une fois avec le référentiel, et l'enseignant intervient sur demande seulement, et d'ailleurs, l'entraide entre les pairs est favorisée. Ensuite, nous avons l'intégration, où se trouve la phase d'objectivation. Donc, c'est une manière de raconter son vécu ou celui des autres et de se situer par rapport à la démarche suivie et des objectifs à atteindre. On peut objectiver des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Donc, selon Caron 2012, l'objectivation, que dois-je objectiver? Donc, les savoirs sont les connaissances, les découvertes, les savoir-faire, les habiletés, la démarche, les stratégies et les procédures. Et les savoir-être sont les attitudes, les comportements, les sentiments, les opinions et les convictions. Donc, pourquoi objectiver? Donc, il faut mettre l'élève en situation de pratique par rapport aux connaissances acquises et aider l'élève à réfléchir sur sa pratique. Ensuite, nous avons le retour et la boucle pédagogique. Donc, ceci est le transfert des apprentissages. Donc, après avoir appris ces connaissances, dans quelle situation seront-elles sollicitées? Quelle activité permet de faire un transfert des apprentissages? Donc, dans quelle situation nous pourrons réutiliser ces connaissances-là pour les appliquer dans une autre situation? Donc, maintenant, nous sommes rendus à la gestion de classe. Un élève engagé est un élève qui est centré sur la tâche et n'a donc pas la tête à se désorganiser. Donc, un élément crucial de la gestion de classe, c'est de capter l'attention et de maintenir l'engagement des élèves. Donc, qualité de la gestion de classe active, c'est de mettre les élèves au centre de ses apprentissages. Donc, un élève apprend mieux lorsqu'il est actif. Donc, selon la pyramide du National Training Laboratories, les enfants sont beaucoup plus engagés dans leurs apprentissages lorsqu'ils sont actifs dans leurs tâches, par exemple, lorsqu'ils enseignent aux autres, lorsque l'apprentissage se fait par la pratique ou par des groupes de discussion, par exemple. Ensuite, la motivation pour la motivation. Donc, pour susciter la motivation, il faut capter l'attention de l'élève, engager les élèves sur l'objet d'apprentissage. Donc, est-ce que l'élève a une perception de la tâche qui est intéressante, utile et à leur portée? Il faut aussi assurer la participation active des élèves, assurer la différenciation pédagogique. Donc, la perception de l'élève joue un rôle crucial dans la motivation et l'engagement de celui-ci sur les tâches. Il faut aussi superviser la progression des apprentissages, donner de la rétroaction et bien sûr réguler son enseignement. Donc, nous avons aussi les 3 axes de la CUA et ses éléments clés. Donc, la CUA est une vision plus large dans laquelle s'inscrit la différenciation. Elle aide à voir l'ensemble du groupe et des besoins plutôt que seulement de penser aux élèves avec des besoins particuliers. Elle enlève les obstacles à l'apprentissage pour tous. Donc, selon Bello 2015, la conception universelle de l'apprentissage postule que le cerveau humain fonctionne sensiblement de la même manière
d'une personne à l'autre, mais que chacun apprend différemment, ce qui implique le recours à des pratiques pédagogiques distinctes. La différenciation pédagogique est une clé de la CUA en ce qui a trait à ce qu'il est possible de faire à l'intérieur de la classe pour viser l'inclusion. Cette conception de l'enseignement et de l'apprentissage valorise l'équité, l'inclusion, l'égalité et la réussite pour tous. La prémisse de base est l'hétérogénéité cognitive des groupes. Donc, la sollicitation des trois zones, le quoi, le pourquoi et le comment, d'une manière simultanée, mobilise le cerveau, ce qui favorise l'interaction des différentes fonctions cérébrales et amène la concentration et l'attention des élèves, favorisant ainsi son engagement. Donc, nous avons ensuite offrir de la rétroaction. Donc, une rétroaction, c'est une information concise et claire qui est induite à l'action. Le but de la rétroaction est de diminuer l'écart entre le point de départ des élèves et l'endroit où vous voulez les amener. Chacun de vos élèves peut se situer à un point ou à un autre par la rétroaction. Vous leur ferez faire un pas de plus vers la réussite. Donc, pour donner de la rétroaction, on peut utiliser la méthode sandwich. Donc, le point 1, élément positif. Donc, débuter avec une force de l'étudiant. Ensuite, le point 2, les défis, donner des suggestions précises pour améliorer le travail. Et point 3, encore élément positif, terminer sur une note positive. Ensuite, il y a les 4 niveaux de rétroaction. Donc, ceux qui concernent la tâche de l'élève, le processus qu'il utilise, l'autorégulation de l'élève et l'élève en tant que tel. Donc, selon McCallum 2018, concevoir des stratégies de rétroaction, de ces niveaux peuvent découler 3 autres catégories, soit celles associées à l'apprentissage scolaire, aux habiletés sociales et au développement de l'enfant. Nous avons ensuite le processus d'apprentissage. Donc, selon Messier 2016b, la démarche didactique, juste ici. Donc, le point 1, la démarche didactique le concept de démarche didactique a été défini comme suit. Il s'agit d'une séquence d'opérations réalisées par l'enseignant afin de favoriser l'harmonisation des composantes de la situation pédagogique, condition essentielle de l'apprentissage. Donc, le point 1 est d'établir un diagnostic pédagogique de sa classe et de son environnement scolaire immédiat. Ensuite, l'objectif pédagogique. Ensuite, nous avons l'objectif pédagogique que l'enseignant souhaite que ses élèves atteignent. C'est à ce moment qu'il sélectionne précisément ce que ses élèves doivent apprendre. Ensuite, nous avons les stratégies pédagogiques. À ce moment, l'enseignant planifie différentes opérations, fait appel à des moyens existants et puise alors dans des répertoires de stratégies pédagogiques afin de pouvoir choisir ce qui lui permettra de faire apprendre à ses élèves l'objet ciblé dans l'objectif pédagogique. Le point 4, l'action pédagogique. Il met en œuvre ce qu'il a soigneusement planifié pour que ses élèves apprennent. Et enfin, le point 5, c'est le moment où l'enseignant prend une distance par rapport à ce qu'il vient d'enseigner. C'est l'évaluation pédagogique. Il réfléchit alors aux étapes par lesquelles il vient de passer et se pose surtout des questions centrales. Est-ce que mes élèves ont appris ce qu'ils devaient apprendre? Selon la réponse, il se pourrait qu'ils remettent en question le diagnostic pédagogique posé, l'objectif pédagogique établi ou la stratégie pédagogique privilégiée. Ce temps de réflexion est important afin de pouvoir ajuster le tir pour notre bénéfice, mais surtout pour celui des élèves. Ensuite, nous avons la ZPD, la zone proximale de développement, définit les fonctions qui ne sont pas encore pleinement développées, mais qui sont en processus de maturation. C'est-à-dire les fonctions qui arriveront en maturité demain, mais qui sont actuellement embryonnaires. Donc, selon Vygotsky, 1978. Il faut amener l'enfant dans sa zone d'apprentissage, comme sur l'image du nageur. Pour ce faire, l'enseignant doit sans cesse répéter les notions à apprendre, de différentes façons, afin qu'elles entrent bien dans le cerveau des élèves. L'enseignant doit procéder à l'étayage lorsque l'élève est dans sa ZPD, afin de l'aider à passer à l'étape suivante, leur permettant ainsi d'acquérir de grandes habiletés. L'étayage de l'enseignement permet aux enfants d'apprendre une habileté avec différents niveaux de soutien. Donc, pour faire un bon étayage dans notre enseignement, il faut tout d'abord une connexion, donc dire aux apprenants ce que nous allons enseigner. 2, l'enseignement, démontrer et expliquer la notion. 3, l'engagement actif, donner aux élèves la chance d'essayer. Et 4, le lien, préparer les élèves à intégrer la notion enseignée dans leur pratique. Donc, pour favoriser l'engagement actif de l'élève, il est bon de les faire bouger et de les mettre en action, par exemple, avec des gestes ou le théâtre. Donc, nous sommes rendus aux zones mémoire et au tableau d'ancrage. Donc, il est gagnant de regrouper les stratégies par catégorie afin que les élèves s'y retrouvent facilement. Ainsi, ils savent quand et pourquoi les utiliser. Ils doivent faire référence aux notions enseignées, être simples, comprendre des images, inclure des mots. Ils doivent aussi être affichés dans la classe. Donc, il y a des tableaux d'ancrage pour les routines, pour les stratégies, pour les processus et les exemples.
Le titre du tableau d'ancrage doit être clair et accrocheur et il leur permettra de déterminer de façon autonome s'ils doivent l'utiliser comme outil et à quel moment. Donc, nous sommes rendus à la collaboration. Donc, l'apprentissage coopératif. L'apprentissage coopératif est une organisation de l'enseignement qui met à contribution le soutien et l'entraide des élèves grâce à la création de groupes homogènes ou hétérogènes travaillant selon des procédés préétablis, assurant la participation de tous à la réalisation d'une tâche scolaire afin d'atteindre des objectifs d'apprentissage communs. Donc ça, c'était selon Marion 2007. Donc, Marion 2007, l'apprentissage coopératif. Plusieurs recherches rapportent les bienfaits d'intégrer la coopération à la pédagogie en classe, tant sur le développement des habiletés sociales des élèves que sur leurs apprentissages scolaires. Selon ces études, l'enseignant qui place ses élèves dans des situations de coopération favorise leur développement cognitif. Leur capacité de raisonnement s'améliore, les stratégies qu'ils utilisent sont plus efficaces et leur aptitude pour la généralisation est améliorée. Donc, la préparation aux apprentissages. Donc, il faut tout d'abord activer les connaissances antérieures, donc explication de la tâche, des compétences et l'habileté sociale visée, mise en place d'un climat favorable à l'apprentissage, la formation des équipes et des rôles. Ensuite, nous avons la réalisation des apprentissages. Les élèves en équipe effectuent la tâche. Ensuite, 3. Intégration des apprentissages. Retour sur les compétences visées, sur la tâche, les apprentissages. Proposition d'activités de réinvestissement. Donc, ensuite, nous sommes rendus à structurer le travail d'équipe. Donc, structurer le travail d'équipe, c'est une tâche complexe. C'est la formation des groupes, c'est le rôle de chacun à l'intérieur des groupes, le rôle de l'enseignant sur le plan de détaillage et de la rétroaction, le type d'interdépendance positive et le développement d'un sentiment d'appartenance. Donc, la coopération est une compétence qui s'acquiert. L'enseignant doit former au travail les 4 E, donc égalité, entraide, engagement et énergie. Ensuite, nous sommes rendus à l'interdépendance positive. Donc, les interactions au sein de l'équipe doivent favoriser la réussite de chacun des membres, une productivité plus élevée, de meilleures performances, de meilleures relations entre les membres. Ensuite, l'enseignement réciproque. Dernier point. Donc, c'est un modèle d'enseignement issu du courant socio-constructivisme dont le but est d'amener les élèves à être capables d'utiliser de manière individuelle, donc d'intérioriser un ensemble de stratégies cognitives nécessaires à la compréhension de n'importe quel texte. La compréhension de lecture peut être approfondie à l'aide des interactions sociales avec les autres. Il permet la compréhension de texte et favorise la compréhension de lecture. Se limite à la compréhension de texte par contre. Il y a 4 stratégies pour cela. Donc, prédire. On survole le texte pour anticiper l'histoire. On se questionne, donc on formule des questions sur les éléments importants du texte pour ensuite les poser à leurs collègues. L'élève clarifie, donc construit le sens des extraits ou des mots plus difficiles à comprendre lors de la lecture. Et ensuite, l'élève résume, donc rappelle des éléments importants de la lecture dans l'ordre chronologique, améliore la compréhension de lecture. Donc, ce sont tous les points qui résument ma carte conceptuelle. Donc, je vais vous montrer qu'elle rentre bien dans une feuille, 8,5 par 11. Donc, merci beaucoup.